Vous en étiez d'accord, nous commençons notre soirée. Une soirée qui commence sur de bonnes augures, 2 livres déjà dédicacés et 8 adhésions à l'atelier. Écoutez, c'est mieux qu'il en soit ainsi. Un public plus nombreux que d'habitude, on vous remercie. La soirée a une double réalité, si vous voulez. Non seulement c'est une rencontre classique, mais elle ouvre une saison, la saison 2025-2026, avec des sujets, une actualité brûlante, et je pense qu'on peut dire aussi angoissante. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas 8 rencontres, mais il y en aura 9. Nous avons voulu cette année traiter dans un même mouvement, mais avec des stades différents dans le temps. Racisme et fascisme, c'est... Je ne parle pas assez près. Merci. Racisme et fascisme, c'est octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, les guerres. Avril, mai, juin, la paix. Il existe dans ce pays un homme que vous connaissez sans doute, mais nous le connaissons très bien parce que voilà des années qu'il aide les rencontres de l'atelier. Une année durant, il a parrainé notre saison. Et moi qui ai comme petite tâche de préparer les intervenants, je crois bien que j'ai fait appel à lui cette année dès le mois de juin, et ça a marché. Et au risque que vous nous trouviez prétentieux, on a une belle saison. On en dira quelques mots à la fin. Vous avez tous reconnu Gérard Mordillat, que je salue, que je remercie d'être parmi nous. C'est pas un homme inoccupé, c'est pas un homme qui dort beaucoup, mais c'est un homme qui pense beaucoup, qui écrit, qui parle, qui amène un débat d'idées qui est précieux. Pourquoi lui cette année? Pourquoi ouvrir cette saison? Parce que nous avons pensé, le connaissant bien, que s'il le veut bien, il aurait pu dresser un petit regard sur la saison entière, parce qu'il la connaît bien, tellement je lui ai cassé les pieds. Il a écrit vous savez, un certain nombre, il y a 2 de ses livres là-bas. Nous n'avons pas ton dernier fascicule, le poème sur Gaza. Hélas. Il a écrit il n'y a pas longtemps une petite contribution. Avant de vous donner la parole, je vous lis le premier paragraphe, c'est très bref. C'est Gérard Mordillat qui parle au travers de ma voix. Je vais parler d'un mot qui fait débat, le fascisme. Devons-nous ou pas employer ce terme pour désigner nos ennemis? Car c'est bien ennemis qu'il s'agit, pas d'adversaires. Pour certains, c'est contre-productif de les désigner comme fascistes. Le terme étant galvaudé par un usage abusif qui a été fait pour d'autres, dont je suis, Gérard Mordillat. Au regard de la montée mondiale des nationalismes et du militarisme, c'est le terme le plus adapté en se souvenant de ce que dit l'historien Robert Paxton. Ce n'est pas parce que le fascisme contemporain ne reproduit pas les mêmes forces du fascisme historique que ce n'est pas du fascisme. À toi, Gérard. On me dit qu'il faut parler très près. Bonsoir, je vais parler très près. Oui, effectivement, c'est la grande question que je me suis posée, que je me pose encore et que nous sommes nombreux, et je suis sûr que vous la posez aussi. C'est toujours comment désigner l'ennemi. Parce que l'ennemi nous désigne quotidiennement à travers la propagande médiatique. Nous sommes tous, bien sûr, tous d'abord, nous sommes tous antisémites, nous sommes des islamo-gauchistes, nous sommes des wokistes, nous sommes des anarchistes, nous sommes des communistes, nous sommes tout ce que l'on veut en liste. Bref, on est toujours désigné par les autres. Et donc, eh bien, il faut aussi que nous désignions notre ennemi. Et je pense que le terme fasciste est le bon terme. Il y a peut-être 1 an ou 2 de ça, on a eu une discussion au monde diplomatique parce que Serge Halimi et Pierre Grimbert discutaient que nous employions, Frédéric Lordon et moi, ce terme dans des textes que nous avions écrits. Moi, je parlais de fascisme sournois à propos du gouvernement Macron, je ne me souviens plus quel terme utilisait Frédéric. Bref, ça leur paraissait justement contre-productif. On ne pouvait pas nommer ça puisque ça avait été tellement utilisé dans un tas de circuits. Donc nous avons fini par l'un et l'autre changer ce que nous avions écrit, on ne sait plus, gouvernement autoritaire ou tout ce qu'on veut. Bref,
je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus ce type de discussion. Et même à l'intérieur du diplôme, qui fait un travail d'ailleurs remarquable, le terme fasciste n'est plus un terme prohibé. Parce que nous vivons en réalité sous deux menaces parallèles, et aussi, comme tu l'as dit, inquiétantes l'une que l'autre. La première, tu l'as cité, c'est la montée des nationalismes partout dans le monde. Donc de ce que l'on peut appeler pudiquement l'extrême droite et ce qu'on peut nommer plus clairement le fascisme. Ça gagne vraiment partout en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, etc., etc. Donc il y a ça. Mais ce sera déjà très inquiétant s'il y avait de façon parallèle la croissance exponentielle des budgets militaires. Et là aussi, c'est à constater dans tous les pays. Lorsque j'ai écrit un précédent roman qui s'appelait Les Roses Noires, j'avais trouvé, c'était juste pour m'informer, ça faisait partie peut-être des premières lignes du roman, mais juste comme perspective. La Pologne utilisait, je crois, près de 20% du PIB national pour l'armement. Or, cet armement était financé à 90% par les États-Unis. C'est-à-dire, c'était cette idée de réarmer ça. Et sous la pression des États-Unis, tous les pays européens ont doublé leur budget militaire pour se préparer contre la guerre contre la Russie. Pourquoi, comment, on ne sait pas, mais ça serait ça. Et d'ailleurs, dans les discussions actuelles à l'Assemblée nationale sur le budget, il n'y a qu'un seul budget qui est en augmentation, c'est le budget justement des forces armées. Alors ça, c'est particulièrement inquiétant parce que nous ne sommes pas réellement dans une position où il y aurait une véritable menace guerrière de la Russie ou de qui que ce soit d'autre, qu'il y ait des affrontements ici ou là. Bon, évidemment, l'occupation de l'Ukraine est une chose très grave à laquelle nous devons réfléchir, mais en même temps, ça demeure pour l'instant, en tout cas, dans un cadre qui paraît restreint au regard de l'Europe et au regard du monde entier. Donc, il y a ça. Surtout qu'il y a une chose toujours qui, moi, me trouble, c'est que si on veut penser à la Russie, il faut penser à la question stratégique. Parce que, sur le plan stratégique, la Russie pense la guerre comme nous la pensons. C'est-à-dire que les Russes, avant eux les Soviétiques, sont des héritiers de Clausewitz et de Napoléon. Exactement comme nous. On pense la guerre de la même manière. Or, dans les années 80, McNamara, qui était à ce moment-là le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, avait fait faire une étude très intéressante du comptage des mots dans toutes les publications militaires soviétiques. Et en faisant le comptage des mots, il avait mis en évidence une chose qui était que pour les soviétiques, le concept de dissuasion n'existait pas. Ce qui était justement parfaitement compréhensible au regard de leur tradition stratégique, Clausewitz, Napoléon, et notamment du concept purement clausewitzien de guerre gagnable, winnable war. C'est-à-dire que ce que l'on supposait à ce moment-là, c'était que un affrontement atomique était en réalité un échange. Je tire sur l'adversaire, il me tire dessus, et après on discute, et ça s'arrête là. Non, non, non. Du point de vue soviétique, c'était pas ça. C'était on se tire dessus, tu me tires dessus, et je continue de tirer jusqu'au moment où je l'emporte. Donc il y a cette dimension stratégique
et qu'il faudrait avoir bien en tête avant de tenir quelques propos irresponsables sur la façon dont nous pourrions affronter et pourquoi nous affronterions la Russie. Et ça va en faire sourire plus d'un ici, mais j'ai fait récemment un débat avec Alain Grèche, qui est l'ancien directeur du Monde Diplo et qui maintenant dirige un site formidable qui s'appelle L'Orient 21. Et on se disait qu'on a passé toute notre jeunesse à combattre De Gaulle et que sur le tard, on se trouvait tout à fait gaulliste, notamment sur cette question-là, puisque De Gaulle pensait qu'il fallait faire l'Europe avec la Russie. Et que c'était un point de vue d'une lucidité absolument exceptionnelle. Donc, voilà, je disais, donc il y a ces choses-là, la montée des nationalismes, la croissance exponentielle des budgets militaires. Vous avez lu comme moi que les essais nucléaires vont reprendre aux États-Unis. Donc on se prépare à ça. Et ça, c'est ce qui est grave à mes yeux, c'est que ce désir de guerre est aussi un désir de guerre qui, à mon avis, existe dans les populations. Parce que, et pourquoi? Pourquoi il y aurait ce désir de guerre? Je pense que ce désir de guerre vient aussi d'une chose que l'on peut constater quotidiennement, c'est là aussi la croissance tout aussi exponentielle des inégalités. Et donc, il y a de plus en plus de populations qui se sentent absolument exclues des bénéfices de la société, et au contraire, une infime minorité qui est au-delà de la richesse. Or, ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, les récentes statistiques de l'INSEE, là aussi, sont extrêmement parlantes. Il y a désormais plus de 11 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans les précédentes études, j'ai pas lu celle-là, mais dans les précédentes études où on comptait simplement un peu plus de 10 millions de Français, il y avait dans ces 10 millions de Français qui vivaient sous le seuil de pauvreté, 25% qui vivaient avec environ 400-420 euros par mois, et c'était majoritairement, et peut-être même de façon unanime, des femmes seules avec enfants. Donc ça, c'est la situation en France. Donc ces inégalités font que, soudain, certains pensent que tout vaut mieux que la désespérance, que le chômage, que le RSA, que l'impossibilité de voir au-delà du jour que l'on vit, etc. Et qu'enfin, s'il y a la guerre, il y a de l'action, il y a quelque chose, on est quelqu'un, on commence, on peut exister, on peut se revendiquer comme un individu agissant. Et ça, je crois que ça travaille profondément les sociétés, et notamment la société française. Parce que, à ce désir de guerre, je vois là aussi, presque en miroir, et on en vient à notre discussion, un désir de fascisme. On a envie aussi d'avoir soudain une autorité. Pourquoi? Bien parce que tout ce qui est à l'extérieur provoque inquiétude et peur, et on se dit que face à l'inquiétude et la peur, d'abord, il faut se replier sur soi-même comme un fort à Alamo, et puis ensuite, il faut une autorité suprême qui soit capable de prendre des décisions, alors que l'on sent bien que les autorités vont d'un côté, puis de l'autre, enfin toujours du même côté, mais en tout cas aussi de la droite, à l'extrême droite, etc. Et pardonnez-moi de me citer, mais dans un de mes films qui se passait pendant la guerre 39-45, deux miliciens discutaient ensemble, et l'un disait à l'autre: ce qu'il nous faudrait, c'est un dictateur honnête. Eh bien, cette pensée-là, elle est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a cette idée-là. Et justement, ce désir de fascisme, ce désir de guerre, je pense qu'il est aussi très largement porté par la politique de M. Macron. Je pense que M. Macron, depuis le début de ses mandats, puisque c'est le deuxième qu'il est en train d'effectuer, a cette idée de réussir ce que d'autres n'ont pas réussi, qui est l'union des droites.
je pense que c'est ça. Son fameux slogan « Ni gauche ni droite en marche » me faisait sourire, jaune, mais sourire quand même, quand je me souvenais que c'était le slogan de Mussolini sur la marche sur Rome. C'était exactement le slogan. Mussolini a pris le pouvoir avec ça. Et un camarade me montrait tout à l'heure le livre que j'avais préfacé sur le fascisme, quand au moment de la première élection de Macron, les éditions d'Hémopolis avaient réédité les discours de Mussolini entre 28 et 29. Pourquoi on avait fait ça? Parce que c'était effrayant de voir que dans les discours de Mussolini, on pouvait quasiment reprendre des citations intégrales et attribuer à différents partis politiques de droite. C'était quasiment ça, c'est-à-dire qu'on retrouvait d'abord le culte du chef, le chef suprême, évidemment la négation de toute action syndicale, le contrôle absolu des médias, le bâillon pour toute expression populaire, etc. etc. Donc il n'y avait que ça. Et donc il y avait ça. Alors, cette union des droites, qui est un vieux rêve qui a existé en France, d'ailleurs à deux époques, ce qui est intéressant de remarquer, c'est deux époques où la France était occupée, sous le gouvernement de Thiers, au moment de la Commune, union des droites, sous le gouvernement de Vichy avec Pétain, union des droites. Et je pense que c'est le rêve de M. Macron, et je pense d'ailleurs que la première dissolution, puisque je pense qu'il y en aura finalement une autre, visait à cela. Pour moi, l'idée était que Macron pensait que le Rassemblement national l'emporterait, qu'il ferait venir M. Bardella comme Premier ministre, et à l'instar de von Papen à l'époque allemande, qu'il le ferait gémir dans son coin. Donc qu'il serait lui dans la position formidable d'être celui qui à la fois incarne la République et ses valeurs justement d'égalité et de fraternité, et en même temps celui qui implicitement combattrait celui qui l'aurait fait venir au pouvoir. C'était, peut-être certains d'entre vous ont lu le livre de Chapoutot sur ces questions, c'est effrayant de parallélisme. Et je crois que, bien entendu, on sait que l'histoire ne repasse pas les plats, mais on sait aussi que très souvent, elle présente le menu. Et le menu, il est là sur ça. Parce que l'union des droites, ça veut dire très clairement en France, l'union ouverte entre macronistes, soi-disant républicains, Édouard Philippe, Zemmour, évidemment le Rassemblement national, puis on peut rajouter Ciotti, Marion Maréchal, enfin tout ça. Et ça fait une véritable union. Pourquoi? Parce que c'est une union qui s'appuie sur quelque chose de très fort, qui est sur tout le monde patronal. Il y a un livre de Laurent Mauduit qui vient de paraître, qui s'appelle « Les collaborateurs », qui est un livre magnifique sur le plan journalistique, parce que tout est absolument sourcé, tout est absolument cité et précisé, où l'on voit comment le choix du MEDEF en tête, mais aussi d'autres responsables du CAC 40, ont décidé que le bon choix, c'était évidemment le Rassemblement national. Monsieur Gattaz, il y a 15 jours, l'a dit ouvertement, on m'a fait écouter ça, je n'écoute pas ça, mais on me l'a fait écouter, à Europe numéro 1. Avec, évidemment, il ne l'a pas dit comme tel, mais là aussi, cette chose qu'on croyait disparue quand même, perdue dans l'histoire, qui est l'éternel slogan « Plutôt Hitler que le Front populaire ». Bien, nous en sommes toujours là. On en est absolument là. Et, alors, je parlais d'histoire, ben oui, on peut reculer un petit peu dans l'histoire pour savoir comment nous sommes arrivés là. Comment sommes-nous arrivés là? Là, l'histoire commence en 1945, parce qu'en 1945, toutes les forces patronales qui avaient tellement
mais que ce soit en France ou ailleurs, collaborer avec l'occupant nazi, ont été contraints de faire profil bas. Là encore, De Gaulle a eu l'intelligence de réunir un gouvernement avec tous ceux qui avaient effectivement participé à la résistance, les communistes, les socialistes, les chrétiens, etc. Bref, ils ont été obligés de faire profil bas. Mais, faisant profil bas, ils se sont organisés, et ils se sont organisés de façon très intelligente. Ils se sont réunis autour d'un économiste autrichien qui s'appelait Hayek, et qui les a réunis dans un endroit en Suisse, au Mont Pèlerin, et ils ont commencé à réfléchir comment, au fond, se venger, revenir au premier plan. Et c'est ce qui a amené des tas de choses, ça a amené les monétaristes, etc., etc. Bref, ils ont vraiment fait le boulot. Hayek, pour vous le situer, est célèbre pour une assertion où il avait dit qu'il préférerait toujours une dictature qui soutient le marché à une démocratie qui le récuse. Tout est dit, tout est dit. Et notamment au moment du Chili, quand Allende a été assassiné, que sont venus les Chicago Boys, qui étaient les suiveurs de Milton Friedman, qui lui-même était déjà au Mont Pèlerin avec Hayek. Enfin bref, ils se sont organisés en se disant il faut que nous investissions toutes les structures et toutes les institutions de l'État. C'est ce qu'ils ont fait. Et avec beaucoup de réussite. Leur première réussite, ça a été évidemment l'élection de Ronald Reagan, qui était directement leur héritier. Puis, un miracle ne venant pas seul, il y a eu Margaret Thatcher. Puis, là, j'ai envie de dire, tous les dominos sont tombés, parce que derrière, il y a eu Blair, en Angleterre, il y a eu Schroeder, il y a eu le trio maudit en France avec Sarkozy, Hollande et Macron, et puis là, le triomphe est absolu avec Trump à la présidence des États-Unis. Enfin, ils ont gagné. Et aujourd'hui, ils ont tellement gagné que c'est devenu tout à fait normal, courant, banal, de faire des saluts nazis, de défendre le nazisme comme étant finalement une organisation extrêmement sérieuse et populaire. On fait ça. Le fascisme renaît aussi sans aucun problème. D'ailleurs, au moins, Madame Meloni en Italie a l'honnêteté de se présenter comme post-fasciste, ce que M. Macron et ses suiveurs n'ont pas. Mais c'est pour ça que le danger, il est là. Alors, quand je disais d'investir les institutions et l'union des droites, je vais préciser ma pensée. Le vrai danger, à mes yeux, n'est pas tellement M. Bardella et Mme Le Pen, qui seront plutôt des têtes de gondole. Mais le vrai danger est ceux qui, tout en partageant et profondément leurs convictions, sont déjà dans l'appareil d'État. Que ce soit M. Retailleau, qui dans sa jeunesse appartenait à un mouvement suprémaciste blanc et s'en défend en disant que c'était, oui, une erreur de jeunesse, tout le monde se trompe, etc. C'est M. Wauquiez, c'est M. Darmanin, c'est M. Blanquer, et c'est tout cela. Alors, c'est pour ça que, on avait parlé avec Pierre, à la voix si j'y suis, je m'étais amusé à distinguer au fond trois formes de fascisme en France. Alors, il y avait le fascisme tendance historique, avec Le Pen, père et fille, la nièce, Madame Maréchal, Zemmour, voilà, ça c'était le fasciste historique. Et puis, la tendance ordinaire, c'était ceux que le fascisme tendance ordinaire, c'est voilà, Darmanin, Wauquiez, Blanquer, Retailleau, De Villiers, etc., etc. Et puis, il y avait le fascisme sournois, qui était justement M. Macron et les siens, M. Édouard Philippe, et tous ceux qui leur ressemblent. Alors, comment combattre ça?
nous avons là un très sérieux problème, parce que face à eux, et les défendant mieux que tout autre, il y a un énorme, un immense, un incroyable mur médiatique. Et ce mur médiatique, nous n'arrivons pas, pour l'instant, à le briser. Il y a un discours unanime sur l'ensemble des médias, et pas simplement sur les chaînes de Bolloré, aussi dans le service public, qui défendent absolument cette idée d'un pouvoir autoritaire, d'une disparition de la représentation syndicale, de l'incapacité des publics à exprimer leur volonté, etc. C'est extrêmement puissant. Alors, ce que l'on fait, pas comme nous ici ce soir, ces rencontres, etc., ou ce que l'on peut faire en librairie, au cinéma, etc., tout ça sont finalement des choses importantes comme les plateformes libres d'information, que ce soit Mediapart, Blast, là-bas aussi j'y suis, celle de Schneiderman, etc., etc. Mais en réalité, ce ne sont que des actions de guérilla. Pourquoi ce sont des actions de guérilla? Parce que, en réalité, ce sont des actions qui s'adressent majoritairement à des publics qui déjà sont conscients des problèmes. Or, nous ne pouvons pas lutter aussi nombreux soyons-nous, aussi malins, etc., contre la propagande médiatique absolue qui est faite. Ce que l'on peut dire n'imprime pas. Moi, j'ai été très choqué et, au fond, très blessé d'une chose. Lors des récentes législatives, sans se consulter, la Ligue des droits de l'homme et la CGT ont publié un tract, mais chacun de leur côté, qui mettait en évidence comment le Rassemblement national avait systématiquement voté contre toutes les lois à caractère social. Toutes. Ça n'a aucune importance. Là encore, récemment, vous êtes peut-être passé à côté, mais a été votée une loi extrêmement importante qui redéfinit la notion de viol. Qui a voté contre? Le Rassemblement national. Donc, bien entendu, il y a une logique pour eux, il y a une cohérence. Mais donc comment devons-nous lutter contre ça? Alors moi, ce que j'espère, ce que je veux croire, c'est qu'il y a eu une réunion la semaine dernière, justement, des plateformes d'information, pour essayer d'abord de faire une plateforme unique. Et moi, j'ai lancé la proposition, mais je ne sais pas si ça pourra se faire un jour. J'ai dit ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que nous puissions réussir à faire une matinale. Tous les jours, soyons modestes, au moins de 8h à 9h. C'est très compliqué de faire ça. Ça demande beaucoup de monde, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens. Nous n'avons que nos propres forces sur lesquelles compter. Mais ce que j'imaginerais, c'est enfin quelque chose qui soit une radio, où simplement il suffit d'appuyer sur le bouton pour entendre autre chose que Guillaume Erner ou les autres de France Inter. Et je ne parle pas de Bolloré, Pro et tout ça. Voilà, il faut que nous luttions contre ça, par cette voie-là. Et je ne peux que vous inviter à regarder sur le site d'Acrimed, donc ils font la critique des médias, ce qui se dit partout ailleurs. On n'y croit pas. C'est incroyable au sens exact du mot. Donc voilà, alors ce que vise, à mon avis, M. Macron, j'y reviens, c'est donc cette union des droites qui amènerait à un gouvernement autoritaire exactement sur le modèle de celui qui est arrivé en 1933 en Allemagne. Et Chapoutot rappelait une chose que je veux rappeler ici, parce que je crois qu'il faut enfoncer le clou pour arrêter de répéter toujours une chose qui est un mensonge. Hitler n'a pas gagné les élections. Pas du tout. Son parti était même en pleine déconfiture au moment où on l'a fait venir. Et d'ailleurs, ça a été le choix des libéraux autoritaires, justement parce qu'ils pensaient que, étant plus ou moins en déliquescence, ils en feraient ce qu'ils voudraient.
c'est exactement ce qui était le projet. Et je citais tout à l'heure von Papen, je vous le répète, qui disait à propos de Hitler, je le laisserai gémir dans son coin. Il n'a pas laissé gémir très longtemps. Donc, nous sommes dans cette situation, dans ce parallélisme, toutes ces choses alignées les unes avec les autres, montée des nationalismes, restauration du fascisme et du nazisme, croissance exponentielle des budgets militaires, et évidemment la menace d'une guerre, ou de plusieurs guerres, peut-être d'une guerre civile, peut-être d'une guerre ouverte, enfin je n'en sais rien, et je me garderai bien de faire la moindre prévision sur ce terrain-là. Non, pardonnez-moi, j'aurais voulu être plus drôle et plus disert sur toutes ces questions, mais c'est des choses qui me préoccupent profondément, et au-dessus de tout, en ce moment, bien entendu, la situation en Israël, où il se passe ce que beaucoup avaient prévu, c'est-à-dire que Netanyahou est décidé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire réellement à exterminer l'ensemble des Palestiniens. Donc, et avec l'appui, évidemment, sans réserve des USA, et avec le silence et honteux, et finalement l'appui tacite de l'Europe. Donc nous sommes, nous, les témoins là d'une chose que nous ne pensions jamais voir, c'est-à-dire un génocide qui se déroule sous nos yeux et qui se déroule avec, bien entendu, l'assentiment de ceux qui sont censés nous représenter. Il y a donc là un problème fondamental aussi, qui est un problème de démocratie, et je m'interroge un peu sur comment se fait-il qu'on ne remette pas au premier plan dans les discours politiques ce qui avait été la grande idée du Front de gauche quand il a été créé, qui était de réunir une constituante pour refonder la République. Parce qu'il est évident, enfin là j'enfonce une porte ouverte, que le système de la Ve République, qui, je le rappelle, la Constitution a été le copier-coller de la Constitution de Weimar, est aujourd'hui au bout, et que dans ce système électoral, il n'y a aucune chance pour que quoi que ce soit modifié en faveur justement des classes défavorisées. Donc je pense qu'il y a là un véritable enjeu à refonder la République. Et juste, peut-être pour vous passer la parole, parce que je ne vais pas parler sans arrêt, rappelons-nous cette phrase que j'aime beaucoup de Saint-Just, qui disait « Il n'y a pas de pire ennemi du peuple que son gouvernement ». Eh bien, bonsoir. Alors, on va, avant d'engager le débat, il faut qu'on modifie un truc sur la caméra, on n'est pas très bien équipé. Alain, tu ne veux pas venir? Il a des petits moyens. C'est reparti. Oui, c'est bon. C'est reparti. Merci Jackie. Mon nom, je crois, Gérard, j'en suis convaincu, nourrit beaucoup de réflexions et peut-être généré beaucoup de questions. Alors, chers amis IES, allez-y. Je sais pas s'il y a vraiment besoin du micro. Oui, merci. Oui, pour la caméra. Ah oui, d'accord. L'homme qui intervient vient de Moulins. Je voulais juste le dire en bas. Ce que je vais dire va peut-être faire débat, parce que, j'apprécie ce que tu as dit, j'ai sans doute un désaccord international, je vais l'expliquer, et un gros accord sur la France. Et les deux sont cohérents l'un avec l'autre. Sur les questions internationales, alors ce que je vais dire va faire peur, hein. Je pense que tu n'as pas été assez alarmiste. Je pense que la guerre est complètement à nos portes. Le type de guerre qu'a engagé Poutine en Ukraine vise en même temps à instaurer
un espèce de national-étatisme de tendance fasciste en Russie. Les deux sont allés de pair. C'est une guerre à la fois externe et interne, qui a une dynamique génocidaire actuellement dans les territoires occupés en Ukraine, qui a un caractère antifasciste de la part d'une grande partie de la population ukrainienne, et dont le prolongement naturel, c'est vers la Baltique, etc. Mais avec Trump, on a le même type de guerre. En ce moment même, il fait des opérations d'assassinat contre des bateaux dans les Caraïbes, visant le Venezuela, la Colombie, Cuba, Haïti et les pays qui viennent d'avoir un cyclone d'ailleurs. Ils ont aussi les hommes de Trump. Sauf que là aussi, c'est interne-externe, puisque c'est exactement les mêmes populations qui raflent dans les grandes villes. Et on a un état de quasi-guerre dans plusieurs quartiers de Chicago, de New York. Et le maire de Chicago, alors un maire démocrate, noir, qui vient de dire qu'il faudrait une grève générale aux États-Unis, et qui qualifie ce qui se passe à Chicago d'invasion. Et c'est pas la répétition de ce qu'on a connu il y a 40 ans, puisque pour Trump, ce qu'il fait vis-à-vis du Venezuela, c'est cohérent avec ce qu'il veut faire sur le Canada et sur le Groenland. C'est-à-dire c'est interne, externe, et c'est l'appropriation d'un territoire. Donc moi, je vais peut-être poser un pavé dans la mare, mais je pense que le pur pacifisme nous mène au casse-pipe, et qu'en tant que militant de gauche antifasciste, on doit se préparer à la guerre de notre point de vue. Je dis franchement, c'est terrible d'avoir à dire ça, c'est mûrement réfléchi, mais je pense que la situation aujourd'hui en est là, et que, y compris la guerre sur deux fronts, avec la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre côté, est un scénario parfaitement envisageable, parce que pour tous les grands hégémons mondiaux, également la Chine, l'Inde, etc., les empêcheurs tournés en rond, maintenant, c'est les vieux impérialismes européens bien pourris, mais dans lesquels il y a quand même les peuples européens. Bon, voilà. Alors, après cette remarque internationale terrible, sur le plan national, oui, je pense que Macron a construit les conditions politiques d'une union des droites néofascistes, dont le RN n'est pas la seule composante. Alors, il se trouve que dans l'Allier, on a connu ça, hein, avec mon voisin de gauche, donc FSU et CGT, on est tous les deux ciblés par des sites d'extrême droite depuis qu'on a combattu contre le financement public de Murmure de la Cité l'été dernier. C'est des menaces de mort, c'est une campagne systématique qui, outre les syndicats, vise la presse. Ils font pas le tri, hein. Il y a la montagne, il y a la semaine de l'Allier, même la semaine de l'Allier, il y a droit. Ça fera sourire, mais c'est vrai. Le Social Club de Hérisson, voilà les ennemis désignés, par une convergence de forces qui englobe de très larges secteurs de LR. Bon, je ne suis pas un spécialiste du microclimat montluçonné, mais je ne serais pas étonné qu'ils soient englobés là-dedans. Alors ça, c'est l'union des droites, on la connaît. Alors, bon, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a besoin qu'on appelle ça Front populaire, union des gauches, force, front de défense démocratique et sociale, appelez ça comme vous voulez, mais il y a besoin de cette unité, et sur une dynamique qui rejoint ce que tu as dit, c'est-à-dire s'il y a des législatives anticipées, je préférais d'ailleurs que des présidentielles anticipées, c'est moins difficile pour nous, malgré tout ce qui se dit. Il faut réaliser une unité qui a explicitement pour but d'avoir une majorité pour que l'Assemblée se proclame constituante et foute en l'air ce régime avant que la bande à Le Pen, Retailleau et compagnie ait mis la main dessus, parce que s'ils mettent la main dessus, c'est pour nous en mettre pour 50 ans. Et ça commencera par la guerre. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long, mais... Juste pour aller dans ton sens, c'était très frappant cette année, à la fête de l'UMA, de voir sur des plateaux des responsables des différents partis de gauche exposer leurs dissensions et entendre les 800 ou 1000 personnes qui suivaient le débat crier à l'unisson « Union, Union, Union ». Il y avait là une coupure très très nette entre le plateau et la salle. On prend toujours un ou deux intervenants, intervenantes, et puis Gérard dira ce qu'il pense. C'est Pierre qui Allez. Mais c'est bon, là, je les ai tous.
Enfin, c'est un peu la même remarque Plus près. que l'interlocuteur précédent. Quand on voit l'énorme machine que peut représenter Stering et tout le côté tout sournois qu'il peut y avoir entre des initiatives qu'ils ont dans les collectivités sur Parlons Citoyenneté, et puis il y a plein d'initiatives qui se passent comme ça, complètement sournoises, qui commencent à inonder l'éducation nationale, la culture, et je trouve que c'est... on a l'impression qu'on est complètement démunis, à part des petites actions comme on fait comme ça, mais il y a des centaines de villes qui aujourd'hui ont déjà signé des accords. Moi j'ai un ami qui était dans un conseil municipal là, à Palaiseau, et il a envoyé donc un texte du conseil municipal pour justement signer avec cette association. Là, en fait, c'est Arcane, enfin, c'est les associations de Stering, je ne sais plus trop les noms, mais en tout cas, c'est inquiétant parce qu'ils sont partout. Et je trouve que ça, on a, à part nos petits moyens de temps en temps pour faire des éclats contre les fêtes, des machins comme ça qu'ils programment, mais je trouve qu'on est complètement démunis face à ces machines. C'est comme le mur de la presse, quoi, avec les Bolloré et tout ça. Voilà, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi je suis pas d'accord avec le terme de faire un front unique, un je ne sais quoi encore. Parce que de mon point de vue, ces fronts uniques, front républicain, on l'appelle comme on veut, ça ne mène qu'à une seule chose, c'est légitimer le système capitaliste. D'une part, et d'autre part, ça ne mène pas réellement à la lutte contre le fascisme. Le fascisme, pourquoi il y a une montée du fascisme? Donc c'est bien, parce que le capitalisme n'est plus en capacité de gérer comme au XIXe siècle, etc., où c'était une avancée, etc., quoi. Alors moi, je me pose toujours cette question, parce que je viens aux différentes débats là-dessus. Et donc la seule perspective qui est donnée, c'est de faire une union large, hein, donc un front républicain, un front uni, machin, etc. Et on voit où ça mène. Hein, ça amène à faire une alliance avec la bourgeoisie, avec une partie de la bourgeoisie. Est-ce que c'est comme ça qu'on combat le fascisme? Je ne pense pas. Le fascisme doit être combattu dans la rue. Alors bien sûr, on n'est plus dans les années 20, mais etc., etc. Mais il faut se préparer quand même à ça, quoi. À combattre dans la rue et pas à créer des illusions dans la tête de la majorité des gens, hein, donc des salariés, etc. Donc, de mon point de vue, de la classe ouvrière dans son ensemble. Et donc il faut en finir avec ça, quoi. Il faut préparer les gens à se battre et pas dans les urnes, quoi, à se battre. C'est mon point de vue. Alors c'est un point de vue qui est anarchisant ou anarchiste, voilà. Voilà, parce que voilà, on a vu tout ce que ça a amené. La seule perspective qu'il peut y avoir, c'est le combat, la lutte, et puis après voir peut-être plus une grève générale insurrectionnelle, etc., etc. Mais bon, on n'en est pas là, hein, mais voilà. Quand le conflit israélien, oh là là, excusez-moi, le conflit a... On parlait dans le micro. Non, mais c'est qu'il faut d'abord que je suis un peu là, fatiguée. Non, mais on n'entend pas. Oui, non, mais ça va venir, j'ai monté le son, personnellement. Quand le conflit israélo-palestinien a démarré, tous les médias parlaient des méchants palestiniens. Moi, j'écoutais sans savoir si c'était vrai ou pas. Et puis, il y a eu une exposition faite à Désertine en juillet 2025, où ils ont fait l'historique de ces pays, Israël et Palestine. Ensuite, ils ont expliqué plein de choses. Et là, j'ai pu me positionner, c'est-à-dire que ce n'est pas les méchants palestiniens. C'est un conflit, il y a un gros problème, mais je veux dire par là que, pour moi, c'est clair,
il y a génocide, et ce sont eux les victimes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était très bien documenté, je vous montre un petit peu. Il y avait affiches de Carrefour, parce que bon, ils sont mêlés là-dedans. Il y avait plein de documents. Également, à la MJC, à Montluçon, il y a à peu près un mois, il y a eu une exposition sur des bombardements en Palestine. Et donc, une journaliste avait pris plein de photos dans le même immeuble. Elle est morte et ses parents qui étaient au-dessus sont morts aussi. Je veux dire, petit à petit, on sent que la vérité commence, enfin, a même avancé énormément. Merci. Non, sur juste quelques... Non, sur la côté de la lutte, d'imaginer effectivement que la lutte puisse se passer dans la rue, sans doute faut-il commencer et ne pas arrêter de faire du sport pour être prêt au bon moment. C'est ce que je fais. Moi aussi. Et juste, je voulais dire un mot sur la situation internationale. Sur la Russie, une chose, enfin je ne sais pas, mais mon sentiment est que lorsqu'il envahit l'Ukraine, Poutine pensait que l'affaire serait réglée en 3 jours, blitzkrieg. Sauf que soit il a été totalement mal informé, sous-informé, etc. C'est pas exactement ce qui s'est passé et que je pense que l'armée russe, aujourd'hui, où bon, il y a énormément de morts, etc., n'est pas non plus une armée capable de mener une guerre de très grande ampleur, d'envahissement. En plus, là aussi, historiquement, ça ne s'est jamais passé comme ça du côté russe. C'est plutôt les autres qui ont toujours voulu envahir la Russie et eux qui ont résisté sur place. Donc je suis d'accord qu'il y a un danger sur les pays baltes, c'est bien sûr, c'est évident, mais il y a aussi un danger sur la Pologne. Quand j'ai écrit Les Roses Noires, mon hypothèse de départ, je parlais de la situation générale et je supposais que les Polonais, poussés par les Russes, envahissaient Kaliningrad, qui était l'oblast soviétique en Pologne. Bien entendu, les Russes ripostaient de façon extrêmement violente, ce qu'attendaient les Américains pour pouvoir attaquer ouvertement, sauf qu'entre-temps, bien entendu, les Russes et les Chinois étant alliés, les choses ne se passaient pas exactement comme prévu. C'était juste pour donner un truc. Donc je pense que je suis d'accord que la situation en Ukraine est évidemment très, très, très dure. Il y a une différence qui n'est pas très grande, mais quand même qui est une différence, c'est que le conflit oppose 2 armées. Parce qu'il y a une armée ukrainienne. Ce ne sont pas des bandes, je ne sais quoi. C'est une armée ukrainienne. Alors évidemment, il y a toutes les victimes civiles. Et il y a l'armée russe. Donc je pense que tous ces éléments me laissent croire que, ou je voudrais croire, que c'est une chose qui va se régler localement. Et que je ne pense pas que ça va déborder. En tout cas, pas tout de suite. J'aurais du mal à comprendre quelle pourrait être la stratégie russe de vouloir élargir le conflit. Alors que déjà dans ce conflit, qui est quand même à proximité de ses forces, il a beaucoup de peine à obtenir les buts de guerre qu'il s'est fixés. Pourquoi élargir le conflit? Voilà, je voulais juste remarquer ça. Mais on peut encore en discuter. Allez. Et juste aussi pour revenir sur la montée du fascisme, je pense que, bien évidemment, le contexte social est important. Je crois que beaucoup de gens
se sont laissés berner par l'idée de, je pense, des classes bourgeoises, petites bourgeoises, etc., par l'idée de la mondialisation heureuse. On leur avait vendu ça comme le paradis qui allait arriver sur la Terre, etc. Or, ils se rendent compte que les entreprises ferment, le chômage ne cesse de croître, etc. Et donc, face à cela, il y a forcément une réaction de peur, de repli sur soi, d'appel à une défense, etc. Et c'est un des éléments, à mes yeux, qui fait monter ces idées d'extrême droite. Et puis, il y a cette chose, enfin, on pourra en un peu parler tout à l'heure avec Jacques, il y a aussi le fait de, quand même, d'une déculturation très profonde, à cause de la propagande, bien sûr. Et puis, j'ai lu ou j'ai entendu, je ne sais plus, je pense que c'était à la base, si j'y suis, un des reporters avait interviewé des gens qui votaient pour l'extrême droite, et celui qui était le plus intéressant, justement, ben voilà, c'était à propos du tract dont je parlais, il disait à ce type, mais attendez, regardez, vous dites que c'est un parti qui défend le peuple, etc. Ils n'ont pas voté ça, ils n'ont pas voté ça, enfin ils ont voté contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Le type dit, ah oui, ah bon, il n'avait pas l'air au courant, il a dit, mais et alors bon, mais pourquoi vous votez? Il a dit, pour faire chier. Et je pense que cette bêtise-là, cette bêtise criminelle, elle circule. Oui, bonsoir. Moi, je partage l'essentiel de ce que tu as développé, Gérard, avec quelques petites nuances, mais je vais partir. Moi, je suis un militant syndicaliste. Moi, je vais partir de ce que je connais mieux. On a souvent des analyses qui sont les plus pertinentes à l'aune de nos vécus, de ce qu'on connaît mieux. Moi, je vais partir d'événements récents qu'on vit ici dans le bassin de Montluçon, mais qui malheureusement ne sont pas une exception. Hein. C'est un basculement de l'électorat dit des classes populaires qui votaient habituellement à gauche et aujourd'hui n'ont aucune hésitation à voter pour les candidats d'extrême droite. Sur ce bassin, on a malheureusement eu 2 élections récentes de législatives, on va dire celle initialement prévue puis celle qui n'était pas prévue, et par 2 fois on a eu le malheur d'avoir un député RN élu et bien élu malheureusement sur cette circonscription, et ça part de réalités qui sont concrètes. Hein. C'est des emplois industriels qui ont disparu par milliers, qui ont induit des décrochages démographiques, une paupérisation de la population et des politiques soi-disant, ou en tout cas voulant être des alternatives qui ne donnent pas avoir des possibilités de changer les choses. Donc à partir de cette situation-là, c'est comment on agit. Donc moi je suis encore, je ne veux pas me faire volontairement provocateur, moi je pense qu'il y a encore quelques espoirs tu as parlé du fascisme canal historique, du fascisme ordinaire et puis sournois. J'ai envie de penser que dans le fascisme canal historique, c'est vraiment, et moi je mets des nuances, mais des fois il y a des ennemis de classe et puis des adversaires de classe. Moi le fascisme canal historique, je le caractérise comme l'ennemi de classe, et les autres, j'ai encore envie de penser que c'est des adversaires de classe, parce que j'essaie de mettre quelques nuances avec un peu de peut-être provocation à l'instant, mais je ne fais pas beaucoup d'illusions autour des Retailleau, de Villiers et compagnie. J'écoutais encore avant-hier soir ou hier soir un Bertrand sur les plateaux de télé qui laisse à penser qu'il y a encore peut-être une droite dite républicaine dans ce pays qui ne veut pas l'union des droites avec l'extrême droite. Un De Villepin, par exemple, voilà, ne me faites pas de procès d'intention, c'est parce que... Mais voilà, j'ai envie de penser qu'il y a encore cette possibilité-là. Et puis quant au fascisme sournois de Macron, eh ben j'ai pas de mots assez durs pour le critiquer ou pour dire ce que je pense de mal de sa politique, mais j'ai encore du mal à caractériser comme fasciste ou néofasciste, même si il y a quand même des tendances, notamment sur le côté autoritaire, et comment il a réprimé notamment le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que ça en dit long. Donc partant de ce constat-là, hein, et ces nuances peut-être, mais on se rejoint sur l'essentiel, et tu as posé à mon avis ce qui est la question centrale qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on arrive à combattre cette situation-là. J'ai envie de penser que aujourd'hui la politique, pour beaucoup, elle se joue comme on irait au PMU, c'est-à-dire on parie sur les chevaux les mieux placés. Et d'ailleurs, l'union de la droite,
Si aujourd'hui, la droite dite républicaine, les Retailleaux, ils font la course à la surenchère et donc les possibilités de se retrouver sur beaucoup de choses avec l'extrême droite, c'est parce qu'ils jouent au PMU, c'est-à-dire que c'est de ce côté-là aujourd'hui qu'ils ont peut-être plus de chances de gagner les prochaines élections. Et donc moi j'ai envie de penser que en gagnant à mener des vraies politiques qui renverseraient, on va dire, la politique libérale et les coups qu'on prend, et ben on pourrait réinverser cette tendance. Quand j'ai dit ça, j'ai certainement pas la réponse absolue, mais je pense qu'une des réponses, c'est quand même par le mouvement social. Alors tu as esquissé, toi, des propositions, hein, d'être en capacité d'avoir autant de force de frappe d'un point de vue médiatique et de communication qu'ils ont avec nos moyens. C'est certainement un canal et un outil indispensable, mais je pense aussi qu'on a un levier qui est, à mon avis, celui qui a le plus de capacité de peser dans ce qui va se passer, c'est notre capacité de faire prendre conscience aux classes. Alors moi je dis le prolétariat, on m'a dit l'autre fois qu'il fallait mieux dire classe laborieuse, parce qu'il y a ici à peine un mois, on a reçu Vincent Charousseau qui a écrit un livre, Des âmes aux urnes, et qui a étudié 10 ans de l'électorat des classes populaires qui votaient massivement pour des maires communistes et qui aujourd'hui votent pour des maires communistes, du RN. Et donc, je pense qu'on est à partir des éléments de réflexion de cette conférence, on s'est dit c'est comment on va parler à ces classes laborieuses. Et je le dis, et je vais essayer de conclure là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, une partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de la gauche, ne parle plus aux classes laborieuses, et peut-être même que les syndicalistes, nous avons du mal à parler à ces classes laborieuses parce qu'on n'est pas représenté au plus près de ce salariat-là. Donc moi je pense qu'on doit aussi gagner par la solution, c'est de se rapproprier, de gagner à des mobilisations, gagnant à ce qu'on mette en perspective le progrès social. Et puis je terminerai là-dessus, on n'est pas... Je ne suis pas sûr moi, que la dissolution qui se profile, ça soit une très bonne nouvelle, ni pour la démocratie, ni pour les classes laborieuses, et pour notre camp. Et je le dis, il y a une responsabilité de la gauche. Moi, je me désole de voir le spectacle qui nous est donné par cette gauche. Nous, je dis nous, on est un certain nombre dans cette salle de syndicalistes. On n'a pas les seuls, mais on a mouillé la chemise en juin-juillet 2024. On a fait sauter quelques digues, on a pris des positions, on a soutenu sans équivoque les candidats du nouveau Front populaire. On a très clairement, on a pris des cours, même dans nos propres rangs, en nous disant c'est pas le rôle d'une organisation syndicale, c'est pas le rôle de jouer ça. Et moi je me dis 1 an et demi, mais quel gâchis. Et je suis pas sûr que dissolution viendrait, on pourra rejouer la même partition avec autant de facilité. Je pense qu'on va être emmené au constat qu'on vient de vivre. Mon propos est peut-être un peu décousu, vous m'en excuserez, mais le champ est tellement vaste à mener, mais je pense qu'on a des chantiers qui sont d'abord nous, en tant qu'organisation syndicale, à gagner à ce qu'il y ait des mobilisations fortes, que les partis, en tout cas les composantes de la gauche, arrivent à être responsables, je le dis comme ça de façon un peu caricaturale, et puis de combattre aussi pied à pied avec nos armes qu'on a, notamment sur le terrain médiatique. Il y a deux choses, à mon avis, que tu aurais pu citer et qui sont évidemment très importantes. C'est qu'il y a justement une chose terrible qui est l'abandon par les partis de gauche, mais aussi par les syndicats, de l'éducation populaire. Je veux dire, il y a là un trou béant, et on avait discuté avec Philippe Martinez sur l'idée que justement la CGT revienne dans la production de pièces de théâtre, de films, etc. C'est-à-dire que les comités d'entreprise ont été détournés absolument de leur but, puisqu'ils se sont devenus ou des agences de voyage ou des agences de location. Mais le travail de fond d'éducation populaire n'est plus vraiment fait. C'est très dur à faire. Hein. Je vais vous citer un exemple. Il y avait au siège de la CGT la réunion de, je ne sais pas, 400 responsables nationaux, etc. La CGT, dans ce qu'ils appellent la cathédrale, a monté une scène de théâtre professionnel et nous avons joué là
Les Vivants et les Morts dans la version théâtre musical, 400 personnes. C'était... Donc Martinez avait fait un discours, j'en avais fait un aussi, la pièce se joue, bon, il y a du succès, plus que du succès, et j'avais appelé en disant, mais écoutez, vous êtes des responsables locaux partout en France, il faut que cette pièce soit jouée partout, qu'on réunisse les gens, etc., qu'on fasse ça. Résultat des courses, 0. Pas un, rien. Donc c'est vrai que c'est difficile à faire, que ça demande une énergie personnelle, etc., rien. Mais je pense que là aussi, ça fait partie de ce trou béant dans lequel se place le fascisme qui n'a que des slogans à proposer. Il n'y a rien de plus facile que des slogans. Donc ça, c'est un trou. Le deuxième point, qui est là aussi, à mon avis, un élément déterminant, c'est la disparition des services publics. J'ai des amis dans le Perche, dans un village qui s'appelle Préau-du-Perche, où ils font un travail culturel absolument exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. C'est un tout petit bled, il y a beaucoup de choses, il y a des rencontres, il y a des trucs. Dernière législative, 40% pour le Front National. Ils étaient stupéfaits. Mais en même temps, cet ami que j'ai là-bas me disait, tu vois, le problème, et il était sûr que ça comptait, il n'y avait plus de bureau de poste, il n'y avait plus de bureau des impôts, le premier médecin était à 50 km, etc. Ça, là-dessus, c'était très facile de faire campagne et de retourner les choses. Et le troisième point que je voulais souligner, mais simplement pour appuyer ce que tu disais, c'est qu'effectivement, les déçus de la mondialisation heureuse sont là aussi un bataillon de réserve extraordinaire pour le fascisme. Parce qu'on leur dit, cette chose qui là aussi, un mensonge éhonté, on n'a jamais essayé. Eh bien, essayons ça. On s'adresse à eux comme à des consommateurs, à des clients de quelque chose. Donc je crois que le combat pour l'éducation populaire, le combat pour les services publics, quand on pense que, même si on n'avait pas beaucoup d'espoir, on se disait qu'au moins Hollande avait ça comme aurait dû avoir ça comme programme de essayer de rétablir, sinon de restaurer ce qu'auraient dû être les services publics qui avaient été tellement abîmés par Sarkozy. Il a fait non seulement tout le contraire, mais pire. Or, le problème des services publics est fondamental parce que même si on pense sans penser à un monde idéal, on est dans une société capitaliste dans laquelle il y a forcément des écarts de salaire. Si on pense à ceux qui ont les revenus les plus faibles, pour que la vie soit possible pour eux, il faut qu'il y ait des services publics puissants. Or, c'était la doctrine de Sarkozy, détruire les services publics et renvoyer tout ça au privé au nom de la puissance du marché et de la concurrence. Et les services publics sont indissociables du salaire. Il faut toujours penser ces deux choses-là comme une seule. Salaire, service public. Or, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui en France, et il suffit simplement de regarder ce qui se passe dans l'hôpital, ce qui se passe dans l'éducation nationale, ce qui se passe dans la justice, etc. Où là aussi, on voit bien que la doctrine de M. Sarkozy, qui était largement adoptée par M. Hollande et achevé par M. Macron, c'est évidemment l'apprentissage pour les enfants des classes populaires et les lycées pour les enfants de la bourgeoisie, des mouroirs pour les salariés et des cliniques pour ceux qui pourront se les offrir, une justice professionnelle pour éviter les conflits, et puis des tribunaux d'exception. Bref, vous connaissez aussi bien que moi cette dichotomie. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Alors, bon, nous sommes là ici ce soir, nous avons tous conscience de ça. Alors maintenant, eh bien, déjà la première des choses, c'est d'en parler autour de soi pour essayer que finalement, par capillarité, ces réflexions atteignent le cœur de la population. Mais c'est très difficile parce que
comment leur parler, comment, ce que je vous disais, ce type à qui on montrait tous les éléments qui auraient dû immédiatement le conduire à dire jamais ça, disait non parce que faire chier, c'était exister finalement, c'était exister. Or, il y a un grand déni qui est le déni de l'existence. J'aime beaucoup cette chose de Robespierre qui défendait le droit à l'existence. Bien, ce droit à l'existence, il est aujourd'hui combattu par les forces de droite et toutes les forces à la fois médiatiques, mais aussi capitalistes. Il ne faut pas exister. Ils ont dans la tête toujours cette chose qui nous avait été rebattue, que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, et qu'il faut être fondamentalement l'armée de réserve du capitalisme. Bonsoir. Je rebondis sur les services publics pour... quand les droites parlent, ils ne disent pas on va supprimer des services publics ou on va les abîmer. Ils disent on va restreindre le train de vie de l'État. J'adore ce slogan, c'est un slogan. Et quand on dit ça, comment c'est reçu dans les chaumières? Ah ben oui, il y a trop de lustre. Peut-être les députés ont un petit avantage. Le président de la République, il vit sous les ordres de la République. Il faut peut-être mettre des salons en moins ou des cuillères d'argent en moins. C'est tout. Ça ne se dit pas. Et quand on explique baisser le train de vie de l'État, c'est en fait abîmer l'école, la santé et le reste, c'est pas dit comme ça. Donc c'est vrai que au niveau des langages, il y a beaucoup à faire et beaucoup à expliciter. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que récemment, dans la discussion sur le budget, nous avons des alliés de taille. Et des alliés, je dirais, presque inattendus, dus aux universités. Nous avons cet économiste qui a surgi dans le débat public, donc Zuckman, et qui a complètement bouleversé justement le débat des fascistes, car il y a un seul mot d'ordre de la part de ces gens-là, c'est les immigrés, il faut les mettre à la porte parce qu'ils nous prennent le travail, etc. Et ça, on n'en parle plus. On ne parle que d'une chose, est-ce qu'il faut taxer les riches, comment il faut les taxer, est-ce que c'est bien de les taxer? Je pense que ça, c'est intéressant comme débat parce que ça a complètement dévié ce que les fascistes adorent nous imprégner dans nos têtes sur celui qui est un petit peu moins que soi-même, c'est-à-dire l'étranger, l'immigré. Et donc je trouve que c'est assez fabuleux. On a encore des universités, des grandes écoles qui produisent des personnes qui aident, qui sont encore là en capacité pour dire c'est plus possible avec leur connaissance et leur savoir. Tant que effectivement on n'est pas dans une société trop fasciste, on a encore des gens qui émergent et qui sont en capacité de réfléchir. C'est pas tout seul, hein. Il a d'après ce qu'il a expliqué, de nombreux économistes à travailler sur ce sujet. Ils ont fait émerger une idée quand même basique, mais tellement extraordinaire dans le débat de ce budget, c'est qu'il faut taxer les riches, parce que les riches ne payent pas autant que nous d'impôts sur le revenu. C'est extrêmement basique. Mais n'empêche que le débat médiatique a été obligé de s'en emparer, s'en empare, et je trouve que ça, c'est des signes qui sont intéressants malgré tout, face au mur qu'on observe souvent, que ce débat est un petit peu changé. Quand on fait la campagne, quand on a fait la campagne des législatives ici, vous allez à Saint-Éloi-d'Allier, vous demandez à la personne pourquoi tu voterais Front National. Saint-Éloi-d'Allier, par exemple, je dis cet exemple, Arfeuil-Saint-Priest, en fait, toutes les petites communes qu'on connaît. Oui, mais il y a trop d'étrangers chez nous. C'était ça la dernière fois. Hein. La télé me l'a dit. Donc la deuxième chose, évidemment, c'est les médias qui pénètrent dans ces petites communes de plus en plus. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a des alliés possibles, inattendus, agréables à entendre, et c'est réjouissant. Vous savez que, comme Martin Luther King, j'ai eu un rêve un jour
nous avions fait une action avec 400 cinéastes de soutien aux travailleurs sans papier. Et le rêve que nous avions, et nous avions été puissamment aidés par la CGT, c'était d'arriver à organiser au moins une journée de grève absolue de tous les travailleurs sans papier. Les Américains avaient réussi tout. Les Américains avaient, je crois, enfin pas partout, mais à New York, à Chicago, etc. Et d'ailleurs avec le soutien des patrons, ce qui avait été assez étonnant, de faire pour montrer que, bien entendu, si aujourd'hui nous parvenions à ça, le bâtiment s'arrête, la restauration s'arrête, les poubelles, enfin tout s'arrête, quoi. Et ça serait extraordinaire. Mais c'est très très difficile à organiser, à mettre en place et tout. Mais ça reste pour moi un rêve fondamental. Comme reste le rêve, pardon, je vous passe la chose juste pour ça, qui là aussi aurait dû être fait depuis très longtemps, qui fait que les résidents non européens qui habitent en France puissent participer depuis 2-3 ans, puissent participer aux élections municipales. C'était une promesse de Mitterrand, ça a été une promesse de Jospin, ça a été une promesse de Hollande, ça a été une promesse de tout le monde, et personne n'a jamais mis ça en place. Alors que, dans le même temps, on fait ce discours que vous dénoncez, ces gens qui servent à rien, qui ne veulent pas s'intégrer, qui sont là pour nous voler et tout, mais des gens qui travaillent en France, qui vivent en France, etc., devraient légitimement avoir le droit de choisir là aussi ceux qui les représentent et de s'organiser. Mais là aussi, c'est un discours qui a été complètement occulté. Enfin, vous avez raison de dire que la taxe Zuckman, a permis de recentrer le débat sur la vraie question économique. Nicolas Sarkozy qui dort en prison, que pouvez-vous nous dire de la justice, de son pouvoir, etc. Non, mais il n'y a rien à dire. S'il y avait une justice, M. Sarkozy ne serait pas à la santé dans une cellule seule avec des gardes personnels et un service de restaurant qui vient le livrer chaque jour. Il serait au Beaumet, il ferait le 5e dans les 9 mètres carrés, il dormirait sur un matelas par terre, la tête dans les chiottes, et il verrait ce que sont réellement les prisons. Mais ça n'existe pas, je veux dire, ça ne risque pas d'exister. C'est déjà, je trouve, exceptionnel qu'on ait réussi à le faire entrer en prison, et on a vu comment, là aussi, l'unanimité des médias a poussé des hauts cris. L'unanimité des médias sur France Culture, sur France Inter, ils étaient épouvantés qu'on puisse mettre un repris de justice en prison. C'est extraordinaire. Allez. Oui, on pourrait parler de la guerre, mais c'est pas là-dessus que je veux intervenir. Parce que je suis très préoccupé, comme tout le monde, je pense, par le cas de l'électeur du RN qui veut voter RN pour faire chier. Parce qu'on connaît cet électeur. C'est pas comme le racisme, on est un peu impuissant. Je vote pour eux pour faire chier. Ah, ouais. Bon. Et le gars qui dit ça, a priori, n'est pas un fasciste. Voilà, le gars, il n'est pas un fasciste. Il vote pour eux pour faire chier. Il faut analyser ce sentiment. C'est sans doute pas le même sentiment que l'électorat historique de gauche, même si des fois c'est leurs enfants, hein, d'il y a 20 ou 30 ans, qui peut-être avec des illusions, enfin bon, ceci dit, le vote de gauche historique, c'était pour changer la vie. Le gars qui vote pour faire chier, c'est pas pour changer la vie. C'est pour ça que, même s'il n'est pas content de la destruction des services publics, je ne suis pas sûr qu'il s'imagine que le RN va rétablir les services publics. Il aurait bien tort de s'imaginer. C'est pour faire chier. C'est parce qu'il a intégré sa propre dévalorisation, les coûts qu'il s'est pris. Et moi, je vous dis, il y a un truc qui me travaille, moi, en tant que syndicaliste. Ça fait 20 ans qu'on fait des campagnes sur la carte scolaire contre les fermetures de classes. J'en ai arpenté des communes. Et puis, quand je regarde la carte du vote RN dans les campagnes, c'est les mêmes communes. Bon. Alors je me dis, il y a forcément des gens, ils étaient au rassemblement contre la fermeture de l'école et ils ont voté RN. C'est probable. J'ai tendance à penser, alors je ne sais pas, je peux me tromper, qu'ils ont voté RN après qu'on ait perdu. Et en ayant intégré la défaite, pas que celle-là, tout le poids des défaites accumulées, et à l'arrivée, je vote pour faire chier.
Bon, moi, syndicaliste, je sais qu'on n'a pas tout perdu, qu'on a limité les dégâts, qu'il y a des mois où on a gagné, qu'on a mis ça en valeur. Mais globalement, c'est quand même vrai que la tendance globale, c'est qu'on a perdu, quoi. Et donc, la meilleure chose qu'il pourrait y avoir, combinée à la défense démocratique contre la Ve République et tout ça qu'on évoquait tout à l'heure, mais les deux vont ensemble, c'est un grand mouvement social qui, à nouveau, soit gagnant. Et bon, c'est vrai que tout n'est pas perdu, parce que ce qui s'est passé depuis le mois de septembre, alors c'est peu de choses, mais il y a un peu de ça quand même. Le mouvement du 10 septembre, qui était bizarre au départ, n'empêche que c'était une lame de fond profonde, ça fait partir Bayrou, il est parti alors même qu'il y a eu lieu le 10 septembre. Puis derrière, il y a eu quelques journées de grève assez puissantes. Il y a cette histoire de suspension de la réforme des retraites. Alors on le sait bien que c'est une entourloupe, mais en même temps, il touche au tabou suprême. Et ça effrite le pouvoir présidentiel. Donc c'est une vraie crise dans le camp de classe d'en face. Et il y a ce que tu disais, de Zuckman et tout, ce genre de sujet qui vient sur le débat public. Ça veut dire que c'est possible. Mais c'est possible à condition qu'il y ait de la mobilisation sociale, de l'entraide, de la solidarité, où les gens qui votent RN pour faire chier, tout à coup, ils peuvent à nouveau se sentir bien avec des gens avec qui ils luttent en commun. C'est parfaitement possible, ça arrive. Si Mireille était là, vous connaissez Mireille, Iris Pasquale, elle nous dirait qu'au fin fond des campagnes, elle connaît des gens qui ont parfois voté RN, mais ils ont défendu leurs voisins qui était un migrant menacé par un OQTF. C'est-à-dire que le fond de solidarité humaine, et en même temps la raison, ça va ensemble, peuvent prédominer. C'est vrai qu'il y a du boulot, mais on peut y arriver, enfin, il n'y a aucun doute, quoi. Voilà. Bon, moi je vais essayer de mettre une note d'espoir dans cette situation. Je pense à la génération Z des jeunes qui se lèvent partout dans le monde. Bon, peut-être plus sur la question du climat, des attaques sur la planète et sur le vivant, peut-être, mais encore que, je repense à un édito de Daniel Vermeil il y a quelque temps, qui disait la génération Vietnam a fait qu'ensuite il y a eu mai 68. Est-ce que la génération Gazaoui, Gaza, oui, ne serait pas une prémisse d'un nouveau mai 68, 2025, 2026, je ne sais pas quand? Parce que moi je discute beaucoup aux gens, je saoule mes copains de l'atelier là-dessus, mais mes petites filles sont vraiment engagées sur cette question. Elles sont de toutes les manifs à la République, pour ceux qui sont à Paris. Et je crois que là, on a parlé tout à l'heure de la Palestine. La jeunesse est complètement du bon côté de ce truc-là. Et ça crée, en définitive, une espèce de fédération autour de cette question-là, parce qu'on parle du fascisme, mais le fascisme est à l'œuvre maintenant, et pas en 1933, maintenant, en Israël, avec Netanyahou et ses fascistes associés. Donc ça, c'est aussi un élément de comprendre ce que fait le fascisme en réalité. Il fait des génocides. Voilà ce qu'il fait. Alors ça peut peut-être être un élément sur lequel s'appuyer, la jeunesse. Bon, la jeunesse. Je vais te répondre tout de suite. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Peut-être que la jeunesse en ville, elle combat le fascisme. Ou en tout cas, elle combat les idées du fascisme. Et là où je rebondis, moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a différents fascistes. Déjà, je pense qu'il y a un fascisme capitaliste. Ce fascisme qui est, comme tu disais, qui a été organisé par les grands industriels. Aujourd'hui, ils sont organisés. Et il y a le fascisme identitaire. Je pense que c'est celui-ci qu'on doit combattre. C'est celui du RN, Zemmour et tous les partis d'extrême droite. C'est celui-ci qui est dangereux. Parce que, pour le coup, la jeunesse, en ville, je la connais pas forcément. Mais en campagne, elle est loin de défendre les Gazaouis. Elle est loin de défendre les idées que là, nous, on porte.
elle est très très loin. Cette jeunesse en campagne, elle est déconnectée, elle est loin des réalités, parce que les réalités, on les a pas enseignées. Vous parliez des services publics, malheureusement, le service public qui est le plus en danger, c'est l'éducation, c'est l'école. L'école, elle est en danger. Laurent parlait qu'il y a un mois, effectivement, il y a eu une réunion publique organisée par la CGT j'ai perdu son prénom, par rapport à pourquoi les gens votent RN. Et bien, les gens sont de plus en plus incultivés. Et on en revient sur l'enseignement, sur l'éducation. À cette réunion, j'étais intervenu pour dire que en campagne, au collège, quand on est dans un collège et qu'on habite en campagne à 40 km d'une ville, eh ben on croit qu'on a plusieurs choix, mais en réalité on n'a pas beaucoup de choix. C'est soit on se dirige vers le général, soit vers le professionnel, et dans le professionnel, il y a deux types de professionnels, soit l'initial, soit l'alternance. L'alternance, on y va pas par envie d'y aller, on y va parce que nos parents, leurs parents ne peuvent pas forcément financer des études. Et quand on fait de l'alternance après le collège, après la troisième, c'est 3 semaines de vie professionnelle en entreprise, 1 semaine d'école. Et dans 1 semaine d'école, il y a très peu de matière générale. Donc déjà, il y a un gros manquement au niveau de l'histoire et tout ce qui est culture générale. Ça c'est le premier point. Maintenant, je veux revenir sur vraiment la question du fascisme identitaire. Moi, j'ai la chance d'être inspecteur inspecteur bâtiment et de visiter plusieurs entreprises dans l'Allier et dans les départements voisins. Et je suis confronté aux ouvriers, on échange beaucoup, on fait de la politique. On échange beaucoup. Moi, ce que je peux voir, le sentiment des gens, c'est une forte montée du racisme. Ce fascisme identitaire qui était minoritaire, très minoritaire après la guerre jusqu'à dans les années 2000, aujourd'hui c'est celui qui est majoritaire parce que justement le fascisme capitaliste, ceux des gros industriels, l'ont investi. Et les idées qui font campagne, c'est sur l'identité nationale et la couleur de peau des uns et des autres. Et je pense que nous, on doit combattre ça. En fait, on doit mener campagne, on doit mener un combat contre ces idées-là. On doit surtout rappeler l'histoire. Aujourd'hui, les Français d'origine sénégalaise, s'ils sont en France, c'est parce que leurs ancêtres sont battus pour la liberté de la France. Et ça, c'est des choses qu'on doit ramener aux gens. Voilà, je m'arrête ici, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le point qui est le plus mal en France, c'est l'éducation, l'enseignement. C'est vraiment, c'est celui où on met on le met au plus bas. Et on a un exemple, hein, on a un exemple à Montluçon. À Montluçon, la municipalité de Montluçon a fermé le maximum d'écoles et a donné des bâtiments au privé. Le lycée Saint-Joseph de Montluçon s'est agrandi grâce à la municipalité publique, grâce aux services publics, hein, grâce à la droite surtout. Et ça, c'est honteux. C'est honteux. Qui veut intervenir? Encore un petit moment. C'est vous qui décidez de la suite de la réunion. Est-ce que vous pensez qu'on a, non pas épuisé le sujet, c'est absolument impensable, mais est-ce que le jeu des questions, et on laisse conclure à Gérard comme non, je ne vais pas conclure, je veux simplement vous dire, j'ai publié, parce que c'est exactement ce dont on vient de parler, j'ai publié Les Vivants et les Morts 20 ans plus tard, parce que j'avais publié Les Vivants et les Morts en 2005, et 20 ans plus tard, je publie Les Vivants et les Morts 20 ans plus tard, parce que ça permettait justement de se retourner et de mesurer le travail du temps. C'est 2 livres différents, c'est pas la suite, c'est les mêmes personnages, mais c'est des personnages avec 20 ans de plus. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se constate? Dallas, qui était l'héroïne du premier livre, revient dans cette ville qu'elle a dû quitter quand l'usine a fermé, qu'ils ont été obligés de s'exiler. Et justement, tout a changé. D'abord, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus qu'un café qui porte un nom finalement ironique puisqu'il s'appelle l'Espérance.
à la place de son usine qui n'existe plus, il y a un entrepôt de type Amazon, entièrement cerné par des grillages et gardienné par des vigiles. La municipalité, qui était une municipalité centre-gauche, est devenue une municipalité Rassemblement National, etc. C'est-à-dire que la littérature permet de mesurer justement ce que les médias ne le permettent plus. Et je crois que c'est pour moi en tout cas un enjeu fondamental de faire ça, parce que je crois que la fiction, comme le dit Iri De Luca, est plus généreuse que l'histoire et souvent plus exacte. Et j'ai la prétention de croire que si dans 50 ans quelqu'un s'intéresse à ce qu'était la France entre 2005 et 2025, ils auront plus intérêt à lire mes livres que les 100 essais qui seront parus sur la question. Donc je voulais dire que ce qui me touche dans notre réunion ce soir, c'est que finalement j'ai l'impression de voir et d'entendre les personnages de mon livre qui parlent de ce dont ils parlent. Et voilà, vous avez soudain pour moi un visage. C'est tout ce que je voulais dire. Vous êtes d'accord qu'on remercie chaleureusement Gérard Mordillat d'être venu en train. Donner une petite information. Juste, excuse-moi. J'ai entendu cette semaine là, une interview faite par Besançon au Liban le 23 octobre 25 de Georges Ibrahim Abdallah et de Salah Amouri. C'était exceptionnel. Enfin, moi j'en ai encore des frissons rien que de penser à la lucidité de ce type qui a passé 40 ans dans les prisons françaises injustement. Et franchement, le truc, c'est l'antidote à la guerre, c'est la révolution. Et il a une lucidité sur la description du fascisme, le fascisme capitaliste, parce qu'en fait, c'est l'essence le capitalisme, l'essence du fascisme, c'est le capitalisme. Donc, et il a une lucidité et une humanité, ce type, qui est absolument extraordinaire. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter, c'est sur place. Voilà. Franchement, ça m'a bouleversé quand je l'ai entendu. Merci. Et le matin, grâce à Jacques Boyer, il reprendra la voiture pour aller à Vierzon et rentrer à Paris. Merci, mon cher Gérard, chaleureusement. Il n'a pas dit à quelle heure. Non, c'est un secret. C'est un secret. Vous remerciez vous, toutes et tous. Et permettez-nous aussi un petit salut à RMB, à la montagne, qui ont fort bien annoncé cette soirée d'aujourd'hui. Alors, prochaine rencontre, le vendredi, pas jeudi, vendredi 21 novembre, avec Ludivine Bantigny, qui est historienne, qui est auteure de Face à la menace fasciste, en duo avec Hugo Paletta, et son tout dernier livre, c'est Battre l'extrême droite. Nous avons beaucoup discuté avec ceux qui nous ont conseillé de nous adresser à cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui va parler d'un sujet qu'elle connaît profondément. Mais je parlais au début d'innovation avec des livres déjà dédicacés, des adhésions, etc. Eh bien voilà que vous viendrez, parce que vous allez tous venir, n'est-ce pas? Même de Moulins, même d'ailleurs, etc. Eh bien ça ne sera plus dans une salle municipale, parce qu'on a quand même les pires difficultés. Nous nous retrouverons à l'association Lilananda, 1 rue Sainte-Marie, vers l'ancien grenier à sel pour ceux qui aiment la bonne cuisine. Il y a un stationnement possible vers la mairie, un peu autour. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'association ce soir, mais nous sommes très sensibles à l'accord qu'ils nous ont donné pour nous accueillir. J'ai vu que peut-être tout le monde ne connaissait pas le programme. Je vais aller très 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 vite pour vous le donner avec une information qui peut-être vous touchera. Le 11 décembre, on recevra Sylvain Sipel, ancien rédacteur en chef du journal Le Monde, auteur du livre, au titre surprenant, Israël contre les Juifs. Et nous avons, depuis cet après-midi, et je m'excuse auprès de mes collègues animateurs, ils l'apprennent ça, mais l'accord était de cet après-midi, nous recevrons Musna Siabi, palestinienne, responsable du développement en communication au sein du Centre arabe de recherche et d'études politiques
ancienne conseillère en communication politique de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, à Ramallah. Et la soirée sera présidée par Émilien Urbach, journaliste à l'Humanité, à bord d'un des voiliers de la Global Summit Flotilla, vous me pardonnerez la prononciation, en route pour Gaza en septembre et octobre 2025. Ceux qui veulent lire sur ce qu'a vécu ce journaliste, il a fait dans l'Huma Dimanche, le magazine, un excellent papier. Nous avons été abandonnés par la France aux mains des pirates israéliens. Ils ont été maltraités, il explique, etc. Attends, juste une chose. Juste pour préciser, Sylvain Sipel est franco-israélien. Il a publié donc Israël contre les Juifs, qui était paru il y a 10-15 ans. Là, vient de reparaître avec une mise à jour d'une 60aine de pages, qui est un texte absolument remarquable. C'est quelqu'un qui devrait être dans tous les médias publics, parce que lui, au moins, il sait de quoi il parle. Il a fait son service militaire en Israël, il parle hébreu, et tout la théocratie fasciste qui est aujourd'hui au pouvoir là-bas, il les connaît tous, il les a tous interviewés, il sait qui ils sont. Donc, c'est toujours, et c'est une grande intelligence, et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui, parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui n'avance pas avec des idées attrapées à droite à gauche, mais qui est toujours très soucieux de sourcer ces informations et de les développer comme il le faut. Devinez qui c'est qui nous a aidés pour trouver cet intervenant. 22 janvier, Nicolas Devers-Dreyfus, ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, établissement à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre. Mais il y était sur une position politique très à gauche. 26 février, Jean-Marie Collin, directeur de l'ICAN France, branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel 2017, ONG Paix et Sécurité. Jean-Marie Collin est auteur de nombreuses publications, tribunes, articles universitaires et livres comme L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique et de nombreuses prestations médiatiques. 19 mars, Patrick Le Yarrick, ancien directeur du journal L'Humanité, auteur d'un livre qui sera probablement paru quand il viendra, Le monde à la renverse, où racisme, fascisme et guerre, ils sont malheureusement en bonne place. 23 avril, il explique dans son introduction que son intention avec l'écriture de ce livre, c'est d'empêcher l'irréversible, de conjurer le pire, de faire valoir la force des peuples, qui est ressorti dans plusieurs interventions ce soir. 23 avril, Daniel Durand, ancien secrétaire national du Mouvement de la Paix, chercheur en relations internationales concernant la sécurité internationale et la défense. 21 mai, Jacques Fatt, chercheur indépendant, spécialiste des relations internationales, des enjeux de paix et de la conflictualité mondiale, auteur de plusieurs ouvrages sur ces questions, dont Israël, le Hamas et la question de Palestine, la guerre de Gaza, un choc majeur qui change la donne. Ou encore, comment penser l'après et construire une solution politique en Palestine. Et enfin, son dernier ouvrage, La guerre, le droit et la paix, déchiffrer les mutations de l'ordre mondial. Et enfin, le 11 juin, Bertrand Badi, professeur émérite des universités Sciences Po Paris, ancien vice-président de l'Association internationale de sciences politiques. Voilà, vous savez tout. Si vous souhaitez le recevoir, faites-nous un petit signe, on enverra un mail. Nous allons terminer cette soirée à quelques-uns. Il fallait s'inscrire par un lunch qui coûte 15 €. Il y a encore de quoi nourrir 2 ou 3 bouches si d'autres personnes veulent nous rejoindre pour la modique somme de 15 € avec des mets régionaux. Sur la table de droite, vous trouverez une petite boîte qui s'appelle le soutien à l'atelier, si vous le pouvez. Sur la table de gauche, les 2 livres dont Gérard vient de nous parler, et puis un mot sur ce Gérard Mordillat, Gaza, le temps qu'il fait. Et André Nuot, qui est là-bas, a fait tout ce qu'elle a pu avec la librairie, on n'a pas réussi à la voir.
on aurait dû t'alerter, on n'a pas fait. On a eu tort, mais si quelqu'un était intéressé, vous me le dites et on se débrouillera pour le trouver. Mais, enfin, juste... Non, le temps qu'il fait est un éditeur tout à fait connu, etc. Je veux dire, c'est... Ouais, si vous m'aviez averti, j'aurais appelé directement Georges Monti, qui est l'éditeur, parce que ça, c'est un des textes qui devait être publié dans une revue de poésie, et les gens de la revue ont trouvé ça tellement bien qu'ils en avaient fait une petite plaquette très jolie, mais qui coûtait 17 €. Et Georges Monti a réédité ces textes de façon bien plus professionnelle, et ça ne coûte que 9 €. Donc ça permettait d'être plus accessible. Et c'est des textes que plus d'une fois, avec ma femme et avec des amis, nous avons lus en public. Parce qu'il faut faire entendre d'autres voix, tout simplement. Et d'ailleurs, pour conclure, avant qu'on passe aux AGAP, je vais vous lire un texte de ça. Attendez, je vais le dire. Une petite tâche militante quand on aura clôturé, c'est chacun range sa chaise. Je dis que le gouvernement israélien mène une guerre génocidaire à Gaza et en Cisjordanie. Je dis que c'est un crime contre l'humanité, comme l'affirment les organisations internationales, ONU, au Commissariat des droits de l'homme, Cour internationale de justice. Je dis que 75% des morts à Gaza sont des femmes et des enfants. Je dis que Netanyahou, Gallant, Smotrich, Ben Gvir, Strzok sont des criminels de guerre. Je dis qu'il faut les juger. Je dis qu'Israël s'affranchit sans vergogne du droit international et se met au banc des nations. Je dis que le gouvernement israélien encourage l'humiliation, la déshumanisation des Palestiniens, les traite d'animaux humains qu'il faut éradiquer. Je dis que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Je dis que si Israël a le droit de se défendre après 40 ans d'occupation, les Palestiniens l'ont aussi. Je dis que l'armée d'occupation israélienne emprisonne, torture, mutile, tue, sans jamais répondre de ses actes. Je dis que les nazis ne faisaient pas autre chose. Je vais réussir à tourner la page. Je dis que les médias reproduisent docilement les communiqués du gouvernement et de l'armée d'Israël, leurs fake news, leur propagande. Je dis que l'instrumentalisation de la Shoah est ignoble, répugnante, honteuse. Je dis que les gouvernements américains, français, allemands soutiennent Israël aveuglement pour occulter leur rôle dans l'assassinat des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je dis que l'impuissance de l'Europe est mortifère. Je dis que de nombreux intellectuels, se voulant tels, se déshonorent en soutenant le camp des massacreurs. Je dis qu'Israël est un État colonial. Je dis qu'Israël pratique l'apartheid. Je dis qu'Israël est un État raciste. Je dis qu'Israël se mue en théocratie fasciste. Ils disent que je suis antisémite. Bonne soirée, vendredi 21, 1 rue Sainte-Marie, au siège de Lila Nanda.